même si vous tournez longtemps en rond dans le centre pour garer votre voiture. Mais Alger, est-ce bien l'Algérie? Quelle part faut-il faire aux apparences dans cette capitale méditerranéenne d'Afrique où vivent 1 million d'Algériens sur 13? Le pays, indépendant depuis 5 ans, s'affirme mobilisé depuis le 5 juin dernier. Mobilisé pour la Palestine, oui, mais comment? Le gouvernement dispose d'une armée de métiers dont les effectifs et le travail sont tenus jalousement secrets. Pour les civils algérois, la mobilisation, c'est donc d'abord la censure. Des journaux étrangers n'arrivent qu'au compte-gouttes. C'est aussi, comme le prouvent les vignettes sur les pare-brises, la multiplication des taxes et des impôts, dont l'un immédiatement destiné à soutenir l'effort de guerre. Ce sont enfin les restrictions. Tout d'abord, limitation des importations, jouets, produits laitiers par exemple. Ensuite, pas de vacances hors des frontières cette année. Fait marquant, le port est entré en léthargie. Les visiteurs sont rares. Et leur pavillon n'apporte pas grande surprise. Les touristes européens, eux aussi, ne sont pas venus. On comptait les héberger au Club des Pins, dans des villas luxueuses, tout près du palais. Construit en hâte, voici 2 ans, sur les ordres de Ben Bella pour abriter la conférence afro-asiatique qui n'y siégea jamais. La plage n'est pas déserte pour autant à Moretti. L'élite algéroise, l'administration, les professions libérales, le commerce prospère, la main-d'œuvre qualifiée, en un mot les nantis, qui représentent au maximum le 10% du peuple algérien, viennent y goûter les charmes peu orthodoxes d'une civilisation dite de consommation, dont la défunte colonisation leur a laissé le secret. Dans l'échelle sociale actuelle algérienne, vous vous situez où? Disons, dans le milieu, si vous voulez. Réellement? Villa, voiture, tout de même, c'est pas mal. Je n'ai pas les statistiques algériennes, mais je crois me situer dans le milieu. Pour la ville d'Alger? Pour la ville d'Alger, oui. Pour la ville d'Alger. Et par rapport à l'ensemble du pays? Parmi les privilégiés, quand même. Est-il réel qu'il y a beaucoup de pauvreté en Algérie? C'est les conséquences de la colonisation. Cette pauvreté disparaîtra probablement dans quelques années. C'est une pauvreté qui avait été voulue, instaurée même. Parce que nous avons justement, si moi aujourd'hui je possède cette village, si je peux élever mes enfants comme je le souhaite, leur donner une instruction que tout Algérien souhaite, c'est parce que j'ai eu la chance de me trouver, d'être né dans la capitale, si vous voulez, d'avoir les écoles à proximité, d'avoir un père qui étant prolétaire, était quand même fonctionnaire, travaillait comme boulanger dans une administration. Avez-vous l'impression d'avoir été vous-même victime d'une certaine discrimination lors de vos études? J'en porte encore les traces. En quoi a-t-elle consisté? Comment s'est-elle manifestée? Ben, c'était quotidien. Des vexations, des empêchements. C'était inexplicable. C'était, je vous dis, quotidien. C'était quotidien. Misère et chômage. Même Alger n'est pas épargné. Il suffit d'ouvrir les yeux. 9 personnes s'entassent ici. Un couple algéro-français, 6 enfants. La mère étant malade, la grand-mère alsacienne est venue à la rescousse. Elle parle allemand, ce qui lui permet plus de franchise en présence de son gendre. Ce n'est qu'un exemple, et de loin pas le pire. Je suis resté bien 2 ans. Oui. 2 ans sans travail, sans trouver le travail ici, quoi. Maintenant, à peine 17 mois quand je travaille. Depuis 66. 66, quoi. Depuis qu'on a changé d'ailleurs la conciergerie. Conciergerie, là, que j'ai commencé à travailler. Mais vous êtes ancien combattant? Oui, oui. Vous avez travaillé dans le FLN en France? Dans le FLN en France. Oui, j'ai tous mes papiers, j'ai tous mes... Enfin, ce qu'il fallait, quoi. Ça ne vous a pas aidé à trouver du travail? Non, non. Ça ne m'a pas aidé à trouver le travail parce qu'il fallait connaître quelqu'un, vous voyez. Dans une administration, il faut connaître quelqu'un pour qu'il peut vous embaucher. Et ça, d'abord, c'est toujours été comme ça et je vois que c'est toujours resté comme ça. C'est un pistonnage? Un pistonnage, voilà. Qu'est-ce que vous faites pendant vos loisirs ici, quand vous êtes en dehors de votre travail? Rien. Par exemple, quand c'est le moment de football, je joue au match. Je vais insister voir les matchs. Et s'il n'y a rien de match, je dors, autrement je vais faire un tour. Par exemple, avec les enfants, au jardin, au parc. Et je retourne.
où je me couche, c'est tout. Et vous, madame, quels sont les plaisirs que vous pouvez prendre dans la vie? Rien. Rien. Je suis toujours ici. Rarement je sors. Je suis sortie tout le mois d'août 2 fois. Parce que vous avez beaucoup de travail? Non, je ne sors pas. Parce que les souffrantes. Parce que vous avez le sentiment qu'on ne vous accepte pas? Qu'est-ce que vous voulez? Et qu'est-ce qui pourrait vous faire le plus grand plaisir dans la vie? À moi? Un beefsteak. Ist es Ihnen schwierig, hier zu leben? La vie est difficile ici. Oui, les premiers temps. Warum? Pourquoi? Die Not. La misère, Hunger. la faim. Wirklich Hunger. La jeune République algérienne contrôle sévèrement l'information. Elle redoute que la presse étrangère n'exploite ses plaies. Les présidents de communes ont l'ordre de ne pas laisser filmer leur village sans autorisation, et les autorisations savent se faire attendre. Mais la maladie, elle, n'attend pas. Vous recevez combien de malades par jour, ma sœur? Environ 180 en moyenne, 180 à 200. Quelquefois même, nous allons largement à 200 et certainement nous les dépassons dans les grosses matinées quand il y a les grosses bourrées. C'est un dispensaire officiel C'est un dispensaire officiel de l'État. de l'État. Et quelles sont les maladies qui viennent vous voir? Oh. Tout vient au dispensaire. Alors, le dépistage se fait ici pour envoyer à l'hôpital. Mais les maladies les plus fréquentes? Ce qui est le plus fréquent ici en Algérie, ce sont les infections cutanées. Je crois qu'on peut leur donner la priorité. Et du point de vue de l'alimentation, est-ce que la population a suffisamment à manger? Non. La population est sous-alimentée. Sous-alimentée. Vous savez, par exemple, pour le repas de midi, chez les pauvres, on n'appelle pas ça un repas. Ils grignotent un peu de pain, un peu de galette, avec des oignons, quelques fruits comme ça, mais le vrai repas, les gens, je crois, ne savent pas beaucoup ce que c'est. Nous sommes à 40 km d'Alger, ma sœur. Est-ce qu'il y a une grande différence entre Alger et le reste de l'Algérie? Il y a une grande différence entre Alger et le reste de l'Algérie. Et même la population d'Alger ne se rend absolument pas compte, ne se rend pas compte de la misère du bled. Vraiment pas. Et vous avez un médecin? Nous avons un médecin algérien, mais qui ne vient pas souvent. Vous le voyez combien de fois? Une fois par semaine maintenant, ce n'est pas beaucoup. Avez-vous suffisamment de médicaments? Nous n'avons pas assez de médicaments. Alors ça, les médicaments manquent, surtout les fortifiants. Surtout les fortifiants. Et puis alors les produits pour l'estomac, pour les maladies d'estomac. Parce que c'est la vérité, les 3/4, je crois, des Algériens souffrent d'ulcères, de gastrite. Ça, c'est très, très fréquent. Est-ce que vous êtes plutôt pessimiste? Il ne faut pas être pessimiste. Je crois que c'est un très mauvais moment à passer pour l'Algérie. C'est un mauvais moment, mais après les mauvais moments, il y a les bons qui reviennent, comme on le souhaite. Et que ce soit difficile, c'est sûr. Quelles que soient les critiques qu'ils osent ou qu'ils n'osent pas formuler à l'égard du pouvoir d'hier ou d'aujourd'hui, tous les Algériens sans distinction de classe sont fiers de leur indépendance. Le sentiment douloureux de dépersonnalisation que leur a laissé la conquête française les stimule aujourd'hui dans la voie de l'arabisation. Dès cet automne, par exemple, les 2 premières années d'école seront données en arabe. Alger, encore très francophone, figure en tête de ce programme dont l'étendue ne fait pas l'unanimité. Une chose qui me frappe quand on entend discuter des Algériens, ils parlent volontiers de leur quartier. Ça paraît très important. On dit c'est un frère du quartier, un gars du quartier, un ami du quartier. Je voudrais savoir ce que représente le quartier pour vous. Oui, un quartier, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un ensemble évidemment de copains. Comme vous nous voyez, nous sommes tous des copains entre nous. L'un a vu grandir l'autre. Et nous sommes liés aussi sentimentalement, non seulement par l'amitié, mais aussi par quelques années de lutte, de peine et d'humiliation. Je crois, en ce qui me concerne, que, si vous voulez, cette vie intime de quartier, comme je le signalais tout à l'heure, peut s'expliquer sur 2 plans. Au plan général, à savoir, cela tient
au caractère général de la vie dans les villes de tous les Méditerranéens. On n'avait qu'à voir, enfin, à travers les films ou les voyages, on retrouve les gens vivent dehors, ils aiment se rencontrer, et il y a, je dirais même, promiscuité au sens non péjoratif du terme, contact et autres. Et il y a alors un second plan qui est interne, qui est propre, je dirais, à l'Algérie, peut-être au monde musulman, à savoir, on retrouve au monde arabo-musulman, et plus exactement, on retrouve, si vous voulez, dans le quartier, une restructuration du clan ou de la tribu. L'esprit de clan se manifeste dans la jeune Algérie à tous les étages et jusqu'au plus haut niveau. Les forces nationales cataloguées, grosso modo, se distribuent entre le parti, l'armée, les syndicats et les grandes associations, principalement celles des étudiants et des femmes. Mais à l'intérieur de ces différents corps, les clans ressurgissent, dont certains observateurs vont jusqu'à dire qu'ils paralysent et même qu'ils déchirent secrètement le pays en face des problèmes urgents à résoudre. Le plus dramatique de ces problèmes reste le chômage. On peut estimer, suivant un rapport officiel, que parmi la population active totale, moins d'1 personne sur 4 trouve un emploi. Le chômage sous le soleil algérien prend la forme d'une sous-occupation endémique que l'esprit fraternel de quartier adoucit quelque peu. À cette sombre fresque s'ajoute l'une des plus fortes natalités du monde. La population de l'Algérie s'accroît chaque année de plus de 3%. Les salaires enfin sont très bas. Un ouvrier sans qualification gagne à peine 250 francs suisses par mois. Il doit avec ce maigre salaire nourrir, en plus de sa femme et de ses enfants, des frères, des cousins, des neveux qui sont sans travail. Et la vie est chère, en ville surtout. Pour faire face, tous les petits négoces sont bons. On vend à la sauvette et l'on disparaît à la vue de la police. On se débrouille. On se sert, cas échéant. Le vol prend par moments des proportions inquiétantes. Les automobilistes en font souvent les frais. Il faut raisonnablement se demander, au milieu d'un tel contexte social, la place que le citoyen algérien peut réserver dans ses préoccupations aux appels à la lutte de son gouvernement. Un gouvernement dont il est convenu de reconnaître qu'il ne peut garder une telle hauteur de vue que grâce à l'ultime soutien du franc français. La disparition du chômage nécessite la mise en place d'un ensemble industriel prospère. Or, à part le pétrole, qui représente le seul atout vraiment solide dont dispose le pouvoir, les péripéties de Khartoum sont là pour nous le rappeler, l'industrie algérienne s'organise avec peine. On cite des dettes astronomiques, des bilans capricieux, des faillites coûteuses pour l'État. Le choix n'est pas toujours fait, en dépit d'une vocation socialiste et progressiste constamment réaffirmée, entre l'initiative privée, souvent étrangère, et l'économie nationale étatisée. Il semble aux dernières nouvelles qu'une option se dessine en faveur d'un régime mixte, la nationalisation des industries étrangères devant se poursuivre, mais au sens politique et non économique du terme. L'État algérien, brusquement privé de cadre, ne peut sans vaciller porter seul sur ses jeunes épaules la charge de grand patron. Mais comment partager les responsabilités sans partager les profits ? Ce dilemme apparaît également dans l'agriculture, où le brusque départ des propriétaires a exigé la mise en place, sur les vastes domaines de la zone côtière, d'un système d'autogestion par coopérative que le socialisme algérien revendique comme sa principale originalité. C'est une réussite inégale. Ailleurs, c'est la tragédie. Certaines régions sinistrées des Aurès sont privées de récolte pour la 3e année consécutive par suite de sécheresse. Il faudrait que les terres riches puissent financer l'irrigation des terres pauvres, faute de quoi l'Algérie, hors d'Alger, pourrait bien être un jour mobilisée par la famine. Mais ce domaine est l'un des domaines qui marche bien. C'est un domaine qui, d'ailleurs, de 64-65, il a fait près de 88 millions de bénéfices. C'est pas le cas de tous les domaines. C'est pas le cas de tous les domaines. Ça dépend d'ailleurs des cadres de fonctionnement des domaines. Il y a la technique qui joue, il y a c'est-à-dire la capacité des travailleurs. Il y avait déjà sur ce domaine des cadres algériens en place. Ah oui, par exemple, vous prenez le chef de culture, vous prenez le pointeur, vous prenez le caviste, vous prenez tous les cadres, c'est-à-dire il était avant l'indépendance. Il y en a qui ont 30 ans, il y en a qui ont 40 ans, qui sont dans le domaine, d'ailleurs qui connaissent la routine des terrains, comment ils fonctionnent. De façon générale, en Algérie, les domaines autogérés qui marchent bien finissent par payer pour les domaines qui marchent moins bien, parce qu'il y a un système de compensation. Ah, bien sûr, ça c'est normal. C'est normal. Avant, ça a été fait comme ça, mais maintenant, je crois que ça va changer.
Ça va changer, celui qui travaille bien, il sera récompensé, celui qui travaille mal, il sera... Parce que j'imagine qu'il doit y avoir parfois des conflits entre les différents comités de gestion. C'est exact. C'est exact parce que maintenant vous travaillez, vous donnez de la peine et puis il y en a un autre qui s'en fout. Alors chacun il défend un peu de son côté. Alger parle haut dans le monde, mais que pensent au niveau du quotidien les plus jeunes citoyens de ce jeune État? Le hasard nous met en présence d'un ancien combattant. Il a 23 ans. Engagé volontaire à 16 ans dans le FLN, il a été blessé et a frôlé la mort. La balle a passé tout près du cœur. On dit aujourd'hui que l'Algérie est en guerre. Vous êtes d'accord? Ben non. Oui. Elle n'est pas en guerre du moment qu'on ne l'est pas, nous. Peut-être si, on l'est moralement, mais pas physiquement. Et quand on ne l'est pas physiquement, c'est qu'on n'est pas en guerre. Est-ce que vous seriez prêt à aller vous battre contre Israël, en République arabe unique, comme vous êtes battu dans le FLN? Cela dépend. De quoi? Cela dépendrait de nos hommes de gouvernement. Des attitudes du genre du gouvernement. Et si le gouvernement vous mobilisait? Ben à ce moment-là, j'irai. À contre-cœur? Ça dépendrait des circonstances. Peut-être que j'irai de mon plein gré, peut-être à contre-cœur. Mais ça dépendrait de quelles circonstances? Si tout le peuple est uni pour une seule cause, je serais tout à fait d'accord. Je ne peux pas faire le contraire. Mais si tout le peuple n'est pas d'accord pour aller combattre Israël, je ne pense pas que je serais volontaire. Est-ce que vous redoutez une mobilisation générale de l'Algérie? Est-ce qu'on vous envoie faire la guerre? Vous pensez que c'est possible, que ça pourrait arriver? Oui, c'est fort possible. Vu qu'on mobilise les étudiants et tout ça pour leur donner, même les gens du peuple, quoi, on les mobilise. Tous les soirs, on a 2 heures de stage, quoi, de perfectionnement sur l'armement et tout ce qui s'ensuit. Vous aussi? Non, moi pas encore. Mais il y a certains jeunes, oui. Pourquoi pas vous? Parce que vous êtes anciens combattants ou bien? Ben oui, on commence par les jeunes qui n'ont pas tenu d'armes, quoi. Qui n'ont jamais tenu une arme entre les mains. On pense que vous êtes déjà formé. Ben oui, je pense, oui. Quoi qu'il y ait l'armement, un nouveau armement, c'est un armement russe. Mais on nous perfectionnera sur les armements russes. Mais il faut commencer d'abord par les gens qui ne connaissaient pas qu'est-ce que c'était qu'une arme. Quoi. Mais de façon générale, vous souhaitez quoi pour votre pays? Ben la paix et le bonheur. Comme n'importe qui. Et le bonheur, c'est quoi pour vous? Qu'on ouvre les frontières, qu'on puisse voyager, circuler? Oui, vivre. C'est ce que j'appelle vivre. Vivre en paix, quoi. Et les étudiants, qu'on a d'abord dit volontaires et qu'il a fallu mobiliser, que pensent-ils? Ils sont 5000 garçons et filles qui viennent de passer 45 jours en caserne pendant leurs vacances. Nous aurions aimé les rencontrer et les interroger pour nous convaincre de leur enthousiasme, à l'heure où l'on parle en Algérie, comme partout ailleurs, d'une dépolitisation de la jeunesse. On nous a refusé cette visite, ce qui nous autorise à supposer que la mobilisation n'est pas si populaire dans l'esprit des futurs cadres algériens. Pour les plus de 30 ans, c'est différent. Ils avaient en 1954 l'âge qu'ont aujourd'hui les étudiants. L'indépendance, c'est leur conquête. L'Algérie aura peut-être aussi son conflit de génération. Pourriez-vous vraiment aller faire la guerre en Égypte, comme vous l'avez fait dans le FLN? Il est certain que la guerre que nous aurions à faire dans l'avenir contre l'État sioniste ne serait pas du tout du même type que celle que nous avons menée contre l'occupant français. Il faudrait être aveugle, et quand même je vous parle en tant qu'officier de réserve de l'armée française, ayant subi 12 mois de service militaire dans une école militaire française, que la guerre de guérilla ne se présente pas du tout de la même façon qu'une guerre moderne. Et il nous suffit, par exemple, de voir comment s'est déroulée la dernière guerre au Moyen-Orient pour en tirer des conclusions. Même ceux d'entre nous qui pouvaient rêver à une guerre de guérilla n'y rêvent plus. Et nous savons qu'actuellement, ce qu'il faut développer chez nous, c'est un potentiel économique. C'est pour cela que nous sommes convaincus que ceux qui disent que nous rêvons se trompent. Développer un potentiel économique, mais dans l'état où est l'industrie algérienne, où se trouve l'agronomie, l'agriculture algérienne,
Pensez-vous pas qu'acheter des avions, acheter des canons, acheter des blindés, c'est précisément un luxe? C'est certain que si l'Algérie était isolée, que s'il n'y avait rien autour de l'Algérie, acheter des canons au moment où notre économie a besoin de se développer, d'acquérir un second souffle, il est certain que c'est un luxe. Ce serait malhonnête de le méconnaître. Mais justement parce que l'agression sioniste a des implications économiques, a des causes économiques, l'Algérie doit en même temps s'efforcer de développer son économie et dans le même temps acquérir des armes. Mais c'est possible dans le même temps? Essayer, du moins on essaie de marier quoi, les deux. Non, mais de toute façon, si vous voulez, c'est un ordre de priorité. On pose le terme, si vous voulez, on va poser un syllogisme. On dit, ça vous l'acceptez, vous l'acceptez pas, du moins c'est comme ça qu'on pose le problème. On dit, si vous voulez, postulat, l'État sioniste actuellement est une base, comment dire, impérialiste qui pourrait gêner un jour ou l'autre, d'une manière ou d'une autre, directement ou indirectement, notre développement économique. Donc, pour faire le développement économique, il faut absolument d'abord, par ordre de priorité, se débarrasser d'une manière ou d'une autre, neutraliser cet État et ses alliés. Exactement, le raisonnement est du même type que celui qu'on a tenu pour la guerre d'indépendance. À l'époque aussi, on nous proposait des réformes socio-économiques et de vastes réformes qui certainement auraient réussi, mais on les a refusées. C'est ce que nous a confirmé le ministre des Affaires étrangères, M. Bouteflika, dans une interview qu'il nous a accordée à la veille de son départ pour la conférence de Khartoum. L'Algérie avait dit qu'il fallait continuer la lutte. C'est une position que nous ne pouvons pas changer, qui s'inscrit tellement dans nos mœurs, d'autant plus dans nos mœurs qu'elle s'inspire en fait de notre passé, de notre essence, de notre existence même, en tant qu'État indépendant. Quand il y a un vainqueur et un vaincu, il y a toujours des conditions. Les conditions du vainqueur. Comment voulez-vous créer une situation favorable si vous vous présentez avec un drapeau blanc? Même si vous voulez examiner le problème des conditions du vainqueur, d'une manière ou d'une autre. Et autrefois, nous avons refusé la paix des braves, nous avons refusé l'affaire du drapeau blanc, qui théoriquement devait peut-être, semble-t-il, d'après ce que l'on nous expliquait dans les contacts, aboutir au même résultat d'Évian. Mais Évian était une autre situation, Évian était autre chose. Évian était autre chose. C'est pourquoi, si la lutte avait effectivement continué dans les pays arabes de la région, l'Algérie résolument engagée aux côtés de l'Angola, du Mozambique, résolument engagée aux côtés du peuple du Vietnam, de la cause cubaine, autrefois de la cause de Saint-Domingue, de toutes les causes de la liberté dans le monde, l'Algérie aurait fait son devoir de solidarité vis-à-vis des pays arabes. Et si cela n'aurait été qu'un devoir de solidarité, nous l'aurions fait. Si nous n'avons pas eu l'occasion de le faire complètement, nous revendiquons la responsabilité d'avoir voulu le faire et de continuer à vouloir le faire si effectivement il y a une lutte. L'Algérie a une morale politique. Cette morale politique passe par le fait que nous ne pouvons pas cautionner l'agression sous quelque forme que ce soit. Nous ne pouvons pas cautionner la politique du fait accompli. Nous ne pouvons pas accepter la règle de l'ONCLUS, l'occupation par la force d'un territoire donné qui puisse vous permettre ultérieurement de vous prévaloir de je ne sais quel droit parce que vous l'avez occupé par la force. Le troisième aspect que je voudrais mettre en relief, c'est que l'affaire du Moyen-Orient est absolument inséparable
de ce qui se passe en Extrême-Orient. Dans le monde, il y a des forces progressistes. Il y a des forces impérialistes. Les forces progressistes sont évaluées, sont connues. Leur engagement est précis et précisé aussi autour, si vous voulez, des pays socialistes, avec même les tendances que nous savons. Les forces impérialistes sont connues aussi, et leurs instruments sont connus. Et il ne fait aucun doute qu'au Moyen-Orient, l'impérialisme a frappé, cette fois-ci, par instruments interposés, à la différence de ce qu'il avait fait au Vietnam. Si nous ajoutons cet élément aux autres éléments africains, peut-être même qui sont passés en Asie ou en Europe, d'autres, nous sommes obligés d'aboutir à la conclusion qu'il y a un plan